Après avoir marché pendant 1 heure environ, Ironhead, page 125. Après avoir marché pendant 1 heure environ, une voiture sport au vert fumé l'attendait dans la belle campagne américaine. Ironhead 5, après avoir vu un signal des phares, leva les bras en guise de réponse. Il entra dans l'automobile stationnée sur le bas-côté de la route. Une forme d'apparence féminine était à l'intérieur. « Bon après-midi, Ironhead, dit-elle. » L'auto démarra rapidement en laissant derrière elle un nuage de poussière. « Les plans des ailes d'Icar sont bien gardés. Impossible de les passer à l'organisation, dit-il. » Au même moment, à plusieurs centaines de kilomètres de là, Thomas Hawker, à Boston, dans sa propriété, discutait avec le prince Kamal des Émirats. « Votre Altesse, j'ai contacté le président. Il est d'accord de vous livrer les ailes d'Icar. Le projet a abouti. Vos appareils seront en votre possession bientôt, dit l'armateur. Je vous remercie vivement. Sachez que notre entente est fraternelle et que nous utiliserons les avions à des fins de défense de notre sol et non pour agresser d'autres nations, dit le prince Kamal, content. Dans un aéroport de l'armée des Émirats arabes unis, non loin d'Abu Dhabi, et par une belle matinée ensoleillée, des avions YF-24 se posèrent en ligne l'un après l'autre. Un colonel scrutait aux jumelles. « Belle mécanique, très très haute technologie, » dit-il, l'air satisfait. Les super-avions drones se posaient en effet en cadence. Leur train d'atterrissage ouvert, un bruit caractéristique aigu de ces jets militaires emplissait de joie le cœur des officiers arabes. Tels des monstres de feu et d'acier, la précision de l'escadrille honorait l'assemblée. Plusieurs jours après, la flotte composée du porte-hélicoptère USS John Wayne et de l'USS Hollywood, ainsi que le sous-marin traversait l'Atlantique. Harry Stevenson fumait allègrement un cigare en prenant un bain de soleil. Ben et Mathusalem furent alertés les premiers par un message radio. On nous signale la présence d'un écho sous-marin à plusieurs dizaines de nautiques sur notre route, colonel. État d'alerte, c'est peut-être un sous-marin ennemi, répondit Mathusalem. Je vais contacter le général Stevenson, fit Ben. Ici Harry, code d'alerte, je vous reçois 5 sur 5, lança Stevenson dans le système radio. Peter Bishop à la radio cachalot cordial. J'ai un énorme écho sonar à 12 nautiques, il est immobile, à 200 mètres de fond. J'applique une solution de tir au cas où il chercherait à ouvrir le feu. Terminé, dit Peter. Général Anthony en code d'alerte, j'ai un écho anormal. Il est plus dense qu'un sous-marin typhon, dit celui-ci. C'était la plateforme sous-marine. Yanis Kourotakis, dit Ironhead, attendait paisiblement l'arrivée de la petite armée. Après une demi-heure de manœuvre, il fait surface. Code triangle des Bermudes, j'attends ici l'US Navy et l'US Air Force. J'attends l'US Navy et l'US Air Force, ainsi que le sous-marin typhon allié de l'OTAN, cria Ironhead, dans les systèmes de communication. Un hélicoptère de la marine transporta Peter Bishop et Harry Stevenson sur l'USS Hollywood. Ils formèrent un QG et scrutaient l'air strip sous-marin en alerte. Nous n'avons jamais vu un engin sous-marin de cette taille, dit Bishop. Qui a bien pu le construire, dit Anthony. Nous avons un écho, général Harry, dit l'officier radio. Un message de ce mystérieux engin, reprit le marin. Veuillez rester à 5 nautiques, notre intention est pacifique. Que votre supérieur vienne nous rendre visite en hélicoptère. J'y vais sur leur airstrip, dit Harry Stevenson. Peu après, un Hugh de la marine transporta Stevenson. Il se posa sur le gigantesque airstrip. Le pont s'ouvrit et une Mercedes noire, non immatriculée, roula devant lui à quelques centaines de mètres. Harry Stevenson était surpris. Cette île mécanique est plus vaste qu'elle ne paraît, se dit-il. Ironhead n'était pas Kourotakis, c'était son double ou son triple. La chirurgie esthétique ou le clonage, se dit-il. Kourotakis, vous ici interpella Harry Stevenson. Je ne suis pas Yanis Kourotakis. Appelez-moi Ironhead, expliqua l'étrange personnage. Vous voulez me faire croire cela, lança le général. L'homme saisit un talkie-walkie et il dit « Ironhead 3, venez me rejoindre sur le pont. » Une seconde trappe de soute laissa en s'ouvrant apparaître une petite jeep dont le chauffeur n'était autre qu'Ironhead. Le militaire resta éberlué. Un jumeau parfait du premier apparut, conduisant le tout-terrain. « Nous sommes une organisation, général Stevenson, reprit le premier personnage. Votre avion, l'YF-24, nous intéresse. Nous savons qu'il est sur votre porte-avions. Ainsi, vous allez nous le donner tranquillement. »« C'est impossible, lança Stevenson, en marchant sereinement à côté d'Ironhead. Les Émirats arabes unis ont acheté ce modèle. Vous perdez votre temps, expliqua Harry d'un ton franc. Vous allez faire venir un autre appareil qui se posera sur le bâtiment, l'USS Hollywood, demain. Votre base de l'OTAN aux Açores n'est qu'à une demi-journée de vol de nous. Et selon le rapport Saucer, vous pouvez le faire atterrir en moins de 6 heures.
avec un temps météo clément, reprit Ironhead. Vous avez pensé à tout, mais pourquoi voulez-vous donc cet appareil à tout prix? Comprenez-nous, général, nous sommes des mécènes de la guerre, des collectionneurs d'armes sophistiquées. Il me faut une autorisation spéciale par rapport confidentiel, rapport qui sera soumis à de pertinents contrôles du Pentagone. Il me faudra aussi l'autorisation du président des États-Unis et la seule option possible, l'explication détaillée. Chose impossible. Que dois-je dire à mes supérieurs? Qu'une organisation mystère et boule de gomme veut un avion militaire? C'est aberrant. Dites-leur ce que vous voulez, mais votre avion YF-24 doit être sur mon Hollandais volant plus tard demain, dit Ironhead. Le pilote de l'hélicoptère tendit un air portable au général Harry, celui-ci s'en saisit et composa le numéro secret de la Maison Blanche. Code US Air Force, mademoiselle, ici le général Harry. Passez-moi le président, Emerald. Bonjour, général. Le président est très occupé. Veuillez patienter, je vous prie, dit la secrétaire. Le général attendit, et après 5 minutes, le président s'adressa à lui. Harry, vous avez des problèmes? Oui, monsieur le président, j'ai besoin de votre accord pour faire venir un appareil de l'US Air Force. Votre autorisation m'est nécessaire pour l'envoi d'un YF-24. Ma position va vous être donnée par la marine. Bâtiment USS Hollywood, 5 heures GMT. Opération Triangle. Votre famille va bien, Harry? Demanda le président. Merci de vous soucier de ma famille, monsieur le président. Il reprit. Monsieur, c'est très grave. Nous avons été interceptés par un gigantesque sous-marin porte-avions. Je ne peux croire cela, mais une organisation secrète veut un de nos appareils, le dernier modèle de l'US Air Force. Ses dirigeants sont des clones humains dont les noms de code sont Ironhead, des mécènes de l'armement. Je vous parle en ce moment et je suis sur leur aéroport et sous-marin. Allons, Harry, vous devriez prendre des vacances, vous travaillez trop, c'est dur pour votre santé. Harry, pas d'enfantillage, dit le président. Mais puisque je vous dis que c'est incroyable, monsieur le président, cria Harry. Opération Triangle, je vous envoie l'avion. Au revoir, Harry. Reposez-vous. Je vais voir si je peux vous décrocher une permission au ministère de la Défense. Au revoir, Harry. Et il raccrocha. Dans la base américaine des Açores, l'YF était prêt à décoller. Ici le colonel Lemoine, donnez-moi mon heure de décollage. Firebird, votre décollage est à 17h30 heure GMT. Vérification des réacteurs, 50% et 50%, ok. Essai de la poussée, ok. Vérification des commandes, ok. Poussée à 99%, je désactive les freins au sol, ok. Décollage, rentrez les trains d'atterrissage, ok. 4000 pieds d'altitude, changement de cap au 180, direction sud, j'engage le pilote automatique. Terminé, l'YF-24 était armé. Le colonel Lemoine, pilote d'essai et pilote de chasse, était à présent à 10 000 pieds. Il réduit le régime des réacteurs et reçut la position GPS exacte du porte-avions après plusieurs minutes de vol. 2 heures plus tard, la tour de contrôle des Açores le contacta. Firebird, la météo signale des vents violents sur votre route, grimpez à 30 000 pieds. La position du porte-avions est indiquée sur votre carte radar. Veuillez naviguer vers le spot. Terminé, dit la tour de contrôle. Y a-t-il un couloir de navigation? Demanda le moine. Direction est-ouest à 5000 pieds. Dans peu de temps, nous vous contacterons. Terminé. Après 1 heure de vol, l'YF-24 fut en vue de l'USS Hollywood. Plusieurs manœuvres et l'avion Super Drone se posa sur l'airstrip flottant, à la grande stupéfaction des militaires. Le général Harry se dit, cette mystérieuse organisation a réussi à se procurer notre super bombardier, mais que veulent-ils donc en faire? Après de délicates opérations, l'YF-24 fut mis dans une immense soute de l'extraordinaire engin sous-marin. Un dîner ainsi une table fut dressée. Ironhead invita les généraux américains à un dîner, ainsi que le colonel Lemoine. Ils furent surpris de voir que le repas était copieux. Langoustes, huîtres et saumon fumé, le tout arrosé de champagne rare. Ironhead prit à la parole. Messieurs les officiers, nous allons quitter ces lieux pour naviguer vers mon refuge personnel. Il s'agit d'une construction inconnue des nations de la Terre. Elle se situe à 2 heures de route sous-marine. Tout a été programmé pour vous la faire visiter. En ce qui concerne vos supérieurs, ils sont probablement à votre recherche à l'heure qu'il est. Parlez-leur, général, et dites-leur que vous êtes sous le contrôle du triangle des Bermudes. Ironhead se leva et marcha en direction d'un pupitre de commande, actionnant un bouton. Un écran émergea du sol. L'étrange personnage dit d'un ton serein. « Messieurs les officiers supérieurs, l'Hollandais volant a disparu dans le temps. Nous ne sommes plus à la même date. Les recherches de vos supérieurs sont inutiles. » Sans explication logique, les montres des militaires s'étaient mises à tourner et leurs aiguilles affolées se déplaçaient dans tous les sens. Les montres à quartz clignotaient sous les yeux interrogateurs des officiers. Un sous-marin américain croisait à quelques dizaines de nautiques. Il perçut l'écho énorme
et n'eut pas le temps de l'identifier. C'est impossible, le sonar est muet, il n'y a plus de traces. Que signifie tout cela, se dit le capitaine. L'officier expliqua qu'il avait entendu parler du triangle des Bermudes, mais qu'il n'y avait jamais cru vraiment. Harry Stevenson but toute une bouteille de champagne. Il était gai, très gai. Mathusalem le retenait par la manche de son uniforme ouvert. Le colonel Lemoine était plutôt intéressé par la soute où était stocké l'YF-24. Bishop, lui, était captivé par la salle de pilotage de cet étrange et colossal vaisseau sous-marin. Il prit les commandes sous l'œil attentif d'Ironhead. « Nous sommes à 1000 mètres de fond, dit-il. Nous approchons d'Atlantide. Manœuvrez. Cela vous fera plaisir, dit Ironhead. Cap 095, réduisez l'altitude à 5 nœuds, lui ordonna le mystérieux Ironhead. Placez-vous sur le grand carré blanc où sont allumées les lueurs à incandescence, reprit Ironhead. Bishop, qui savait diriger toutes sortes de sous-marins, diminua le régime de propulsion des hélices à près de 5 nœuds et plaça l'engin sur le fond éclairé à gauche d'une station habitée par 1500 mètres de fond. Ironhead prit la parole. « Bienvenue sur mon Atlantide personnel, messieurs les généraux. » Des sons de décompression fusèrent du silence des grands fonds, et des sas relièrent les côtés de l'engin titanesque. Maintenant, des hommes en uniforme s'affairaient pour ouvrir les portes blindées et pressurisées. Ironhead contacta ses sbires. « Notre opération a réussi, dites-le à Diamond, souffla-t-il, dans un portable. Peu après, « Veuillez me suivre, messieurs, fit-il d'un air courtois. Pendant ce temps, à Boston, Tony Wilde prenait une bière glacée dans un pub, en écoutant des guitaristes, country music et quelques girls habillées à la mode western chantaient dans des micros de leur voix cassée. Au bar où il était accoudé, Wilde était bien gai. Les cris et les applaudissements fusaient de toutes parts. Wilde sentit le canon d'une arme se placer sur son flanc. Un homme aux lunettes noires lui dit « Suivez-moi », sans discuter, monsieur Wilde. Ses lèvres se crispèrent sous la menace. Il ne fut aucune obstruction, aucune résistance à un tel acte, finissant sa bière d'une seule traite. Il se leva apparemment sans inquiétude. L'homme le conduisit vers une Cadillac et, ouvrant la porte de Cerbère, le poussèrent dedans. L'automobile démarra et se dirigea vers la sortie de la ville. L'homme aux lunettes noires dégaina une arme bien étrange, un pistolet lance-fléchette. Il tira à bout portant sur la poitrine de Wilde, qui s'endormit immédiatement. Lorsqu'il se réveilla, Wilde était couché dans un fauteuil et s'aperçut qu'il était bel et bien dans un avion. Ce 777 est vide, il se leva et marcha tranquillement vers la cabine de pilotage. Ouvrant la porte, il eut un frisson de terreur. Le Boeing était vide. Wilde se retourna et courut vers l'arrière de l'appareil. Le pilote est sûrement à la buvette, pensa-t-il. Mais non, il n'y avait pas âme qui vive. Le long courrier volait tranquillement en gardant le même cap. Wilde s'affaissa sur le fauteuil et prit sa tête entre ses mains, visiblement désespéré. Qui cela peut-il bien être? Pensa-t-il. Soudain, l'écran de cinéma s'anima, et Tony reconnut une personne qui lui était familière. Le personnage prit la parole. « Il est 21h et vous avez bien dormi. Je suis Ironhead 3 et j'ai besoin de vous, mais soyez sans crainte, ce n'est pas pour vous faire du mal. La personne qui vous a enlevé n'est pas moi-même, Yanis Kourodakis, et mon sosie. Je suis son sosie, si vous préférez. Vous comprendrez plus tard, monsieur Wilde. Plus tard, à présent, allez vous servir une bière glacée à l'arrière de mon avion et regardez ce film qui suit. C'est un excellent passe-temps. Au revoir, monsieur Wilde. » L'image laissa apparaître le début d'un vieux western. Wilde se leva et se dirigea vers l'arrière de l'avion et saisit une canette qu'il ouvrit et but d'une seule traite. Il s'installa dans le fauteuil, se délectant de la projection du film en faisant le vide dans sa tête. L'avion atterrit sur une île. Tony Wilde regarda par le hublot et discerna des hommes habillés de la même façon. Ironhead apparut à nouveau sur l'écran. Il laissa échapper dans une voix caverneuse « Monsieur Wilde, nous allons nous voir bientôt. Le temps de ravitailler cet appareil. Vous êtes sur mon île personnelle, quelque part. Je ne vous indiquerai pas son emplacement géographique. Dans quelque temps, vous allez me rejoindre sur mon airstrip et sous-marin. » Wilde quitta le Boeing. La voix reprit de plus belle. « Si vous avez faim, vous pouvez vous servir à l'arrière de cet Hercule C-130, cher monsieur Wilde. » L'avion, un C-130 aménagé, décolla en portant Wilde vers une destination inconnue. Bien sûr, le lieu où se trouvait Ironhead 3 ou tous les autres. Après plusieurs heures de vol, il se posa sur l'airstrip qui avait fait surface. Peu après, Ironhead apparut suivi du général Harry Stevenson. Wilde descendit de l'avion par l'arrière. Ironhead lui dit « Bienvenue, monsieur Wilde. Nous allons chasser sous l'eau
pour se détendre. Soyez sans crainte, j'ai besoin de votre personne pour effectuer une mission. Notre organisation doit pénétrer une base sous-marine ultra secrète dans le Pacifique. Des essais nucléaires y sont programmés. Les États-Unis et certains pays d'Extrême-Orient se font la course pour découvrir un engin spatial inconnu. En un mot, un satellite espion de l'ex-URSS. Le satellite de nature indestructible s'est échoué et a coulé dans le Pacifique. Il contient des données très intéressantes sur de nouveaux éléments qui ont attrait à la biologie humaine. J'ai détourné votre chasseur, l'YF-24, pour effectuer cette mission au-dessus du Pacifique. Seul votre appareil aérien, en quelques mots, ces zones sont sous très haute surveillance. Nous voulons vous parachuter près d'un sous-marin qui vous donnera accès à la base. Vous devez vous infiltrer et récupérer les données du satellite qui sont entre les mains d'une puissance étrangère. Je voudrais me reposer un peu. Le voyage a été fatigant, dit Tony Wilde. Parfaitement, prenez du repos, je vous reverrai après, répondit Aéronide. Une porte coulissante en métal s'ouvrit à même le sol sur le pont de l'Airstrip. Wilde, Stevenson et Aéronide descendirent les escaliers. En bas, des hommes en uniforme s'affairaient. Aéronide s'assit sur un fauteuil, il saisit un walkie-talkie et dit « En plongée, alerte générale, en plongée, direction base Atlantide sous-marine, vitesse de croisière 20 nœuds. » L'immense sous-marin commença à plonger doucement. Une écume blanchâtre se forma sur l'océan. L'engin était colossal. « Changez de cap, dit Aéronide. Naviguez au 180, il y a un courant favorable. »« Manœuvre réussie, dit le second maître d'équipage dans un haut-parleur. »« Et le C-130, répliqua Wilde étonné. »« Dans la soute, voyez vous-même, dit Aéronide, en le désignant sur un moniteur vidéo. L'étrange sous-marin était gigantesque. Une autre manœuvre avait permis au Boeing de se camoufler dans les soutes internes du vaisseau. « Je n'ai jamais vu cela, souffla Wilde, ébahi. Entrez à présent dans cette cabine, vous avez besoin de repos, dormez, cela vous fera le plus grand bien, lança Aéronide. Dans les pupitres de télécommunication. Il se réveilla et pensa à l'idée que son épouse, Hélène, pensait à lui. Wilde regarda sa montre, il ferma les yeux et s'assoupit pendant 2 heures.